c'est donc rendre accessible cette médecine, ces plantes maîtresses qui sont enseignantes à notre société occidentale pour plusieurs raisons. La première, c'est de diffuser ces savoirs et de préserver et faire que ces communautés perdurent, parce que si ces savoirs sont accessibles à tout le monde, ces communautés ne seront plus exterminées. Donc on va extraire toute l'intelligence de la plante pour cet effet entourage des molécules et puis pour garder cet esprit de la plante vivant. On n'isole pas de molécules, c'est pour ça qu'on travaille vraiment avec cette intelligence intermolécule, le vide, l'éther, qui contient cet esprit qui souhaite rentrer en interaction avec la personne. Nous, on a des projets, notamment avec les arts Wako, c'est-à-dire que sur la vente de nos produits, de nos formations, de nos programmes, il y a un pourcentage qui va pour eux, pour qu'ils puissent racheter les terres sur lesquelles ils se trouvent. Il y a une zone délimitée qui s'appelle réserve naturelle. C'est une manière élégante de décrire une prison, finalement, puisque c'est une zone où ces communautés seront parquées. En fait, l'arbre mère va s'assurer que les premiers arbres qui vont recevoir l'eau, ce sont les petits, les jeunes pousses, les jeunes arbres. Et donc, les plantes qui en ont le plus besoin reçoivent l'eau en premier. Et ensuite, l'eau est donnée aux autres arbres et aux autres plantes. Il ne faut pas faire juste, il faut avoir l'intention de faire juste. Et ça fait toute la différence dans l'approche thérapeutique. Bienvenue Laurent Geller. Tu vas te présenter, nous dire qui tu es. Et d'ailleurs, tu viens de me dire hors antenne que ton nom de famille était peut-être Viking. Salut Alban, merci beaucoup. Alors oui, effectivement, c'est un nom de famille italien, Geller, qui ne sonne pas du tout italien. Et en faisant des recherches, ça vient apparemment des Vikings danois qui sont venus dans le nord de l'Italie, qui ont conquis certains villages. Et d'ailleurs, dans le village d'où nous venons, il y a beaucoup de Geller qui n'ont pas de lien apparent de famille. Mm-hmm. Donc voilà, je m'appelle Laurent, je vis en Colombie actuellement, plus précisément à Cali, où j'ai un centre de médecine intégrative, un laboratoire de médecine naturelle issu des savoirs ancestraux des communautés indigènes avec qui on travaille, avec qui on a créé des liens de confiance et d'amitié, ce qui nous permet d'avoir accès à leurs savoirs ancestraux, la synergie des plantes, leur processus de fabrication. Et voilà, c'est un peu notre travail là-bas en Colombie. Excellent. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ton parcours, comment tu en es venu à travailler en Colombie, à ouvrir cette clinique, c'est ça? Et puis aussi un centre de pharmacie. En fait, tu vas utiliser les plantes pour créer des médicaments. Mais avant d'arriver à ça, comment est-ce que tu en es arrivé là? Ton parcours un petit peu. Alors c'est un parcours atypique, peut-être chaotique ou pas, mais qui a eu son sens, puisque j'ai étudié droit à l'université. Je me suis gradué comme ingénieur de système, j'ai travaillé dans le billet de banque pour terminer finalement dans l'industrie pharmaceutique. Mais entre-temps, j'ai pris le mur. Et c'est le mur qui m'a mis face à une évidence, c'est que je n'étais pas heureux dans ma vie. Ce qui m'a poussé à faire un travail sur moi, à explorer. À l'époque, je me rappelle très bien, c'était plus ou moins 2004-2005. Je travaillais dans l'industrie du billet de banque, justement, comme chef de projet. Et j'ai pris le mur, j'étais en burn-out, je ne dormais plus, j'étais pas heureux dans ce que je faisais. Et là, j'ai une femme qui m'a offert un livre, quelqu'un avec qui j'étais en grande confiance, une collègue, un livre de médecine quantique d'un médecin californien. Et peu de temps après, je me suis retrouvé à un séminaire en Allemagne et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que c'était pour devenir praticien et j'avais pas envie de devenir praticien. J'étais italien, éduqué catholique, homme, ingénieur, donc plus carré que moi, ça n'existait pas. Et donc voilà, je me suis retrouvé à ce séminaire. Et je me rappelle très bien, à la fin de ce séminaire, je me suis dit, waouh, c'est magique, c'est pour moi. Donc j'ai continué l'exploration, j'ai commencé à étudier cette approche en faisant cette exploration, en rencontrant des thérapeutes, en rencontrant des professionnels qui n'ont pas résolu mon problème, mais qui m'ont redonné espoir dans le fait de retrouver une santé, un équilibre, une joie de vivre, un sens. Et à travers cette exploration, de fil en aiguille, je suis passé par le pharmaceutique à un moment dans la finance.
J'ai ouvert mon cabinet en Suisse 2010, sauf erreur, dans un centre thérapeutique. Et je me suis retrouvé un peu plus tard, quelques années plus tard, 4 ans plus tard, en Colombie, où j'ai rencontré la femme qui allait devenir mon épouse. Et donc voilà, on a créé ensemble avec son frère un centre de médecine intégrative et un laboratoire. Ok, avant d'en arriver là, alors tu as dit que tu as une formation d'ingénieur en quoi? Et comment tu es arrivé en tant qu'ingénieur dans le monde du Big Pharma? Alors oui, ingénieur système, donc programmation, gestion de projet, dans tout ce qui est informatique de gestion, donc soutien au processus de l'entreprise. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans la finance pharma. Ça a été une expérience très intéressante. Et finalement, j'ai converti ce lien entre du code, du programme, de la technologie et l'humain avec cette technologie de la nature et l'humain. Donc finalement, j'ai converti cette expérience en une expérience plus ou moins similaire et différente à la fois. Ok, tu parles de technologie de la nature. Tu vois, comme certains auteurs, la nature comme une technologie en tant que telle. Une technologie ou une intelligence plus qu'une technologie, effectivement, parce qu'il y a une intelligence derrière. Il y a ce monde spirituel des esprits, comme le décrivent les communautés indigènes, cette relation de l'invisible avec l'être humain qui permet d'être guidé ou de se faire guider en fonction de ce qu'on a expérimenté. Mmh. Et donc, arrivé en Colombie, pourquoi exactement? Tu as un petit peu essayé de nous raconter comment, mais pourquoi cet éveil et pourquoi changer complètement de lieu? Alors, je me rappelle très bien, j'avais un ami qui était argentin, qui est venu en Suisse, qui m'a appris l'espagnol, donc il m'a rendu service. Et on s'est liés d'amitié vraiment de manière très importante. Un ami qui s'appelle Mariano. Et il est reparti en Argentine. Et donc, à un moment, il me dit, j'ai envie de faire des vacances avec toi, passer des vacances avec toi, mais la Suisse, c'est un peu trop cher pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et je lui ai dit, écoute, on a des amis en commun qui sont en Colombie à ce moment-là. Donc, visitons la Colombie. C'est un beau pays que j'avais connu en 2007. On visite, je te montre. On va visiter les amis, on va leur faire une surprise. Et donc, voilà, on a fait ce voyage. Et je me rappelle, le dernier jour des vacances, j'ai rencontré cette femme qui est devenue mon épouse. Et j'ai ressenti la même chose au niveau de mon cœur que ce que j'avais ressenti quand je suis allé à ce séminaire de médecine quantique. Donc à ce séminaire de médecine quantique, quand je suis allé, en fait, j'ai découvert que j'avais un cœur. J'ai découvert que j'avais, pas que j'étais froid et insensible, mais j'ai découvert qu'il y avait une énergie, il y avait quelque chose qui allait au-delà et quelque chose de super puissant. Et en fait, cette force et cette sensation, je l'ai tout de suite ressenti quand j'ai vu mon épouse. Donc du coup, pensée rationnelle, je me suis dit, bon, ça a fonctionné une fois, ça fonctionnera 2 fois. Puisque mon changement professionnel m'a apporté beaucoup de bien-être, d'équilibre, m'a permis de travailler sur moi et de retrouver finalement ce que je recherchais, cette joie au niveau de la vie. Et donc quand j'ai vu mon épouse, j'ai ressenti la même chose. Et rapidement, son frère nous a proposé de monter un centre. Je me suis dit, OK, sans me poser de questions. Et 6 mois après, j'étais en Colombie avec mes valises. J'avais donné tous mes patients à mes collègues dans le centre thérapeutique. Et donc voilà, pour démarrer cette aventure. Waouh! Quand même une petite méfiance personnelle quand on entend le mot médecine quantique. On a l'impression que le mot quantique est utilisé à toutes les sauces et qui couvre des tas de choses qu'on ne peut pas expliquer. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette médecine quantique pour la défendre un petit peu, si c'est possible, de nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne? Oui, alors c'est vrai que c'est très marketing comme nom. C'est la manière dont le médecin l'approchait, mais c'est comme dire je suis médecin ou ça ne veut pas dire grand-chose. Médecin en quoi? C'est quoi la spécialité? La médecine quantique, c'est une médecine qui base son approche sur les préceptes de la physique quantique. Donc, c'est-à-dire intrication quantique, l'illusion de la séparation, l'intervention qu'a l'observateur sur une expérience. Et donc, c'est en quelque sorte des éléments qu'on utilise dans notre approche et qui permettent d'approcher vraiment une problématique basée sur l'hémisphère droite. Donc, cette relation hémisphère gauche, hémisphère droite. Donc, ce sont des outils qui permettent de déconnecter l'hémisphère gauche
donc de l'occuper à faire autre chose, pendant que l'hémisphère droite a cette capacité d'absorber beaucoup plus d'informations, l'information qui est autour, et que l'hémisphère gauche, en fait, neutralise, contrôle, efface en fonction de nos programmes, nos croyances, nos limitations. Donc c'est, par exemple, si j'observe une épaule comme une épaule, mais en fait cette épaule va se comporter comme une épaule. D'accord ? Et un des préceptes de la physique quantique, c'est que tout est lié. L'illusion de la séparation n'est qu'une illusion. Donc si j'observe l'épaule comme une possibilité de manifestation illimitée, ben, je donne la possibilité à cette épaule de se manifester de manière différente. La problématique, un blocage, etc., etc. Donc c'est en désactivant certaines zones du corps, l'hémisphère, c'est donner cette possibilité de percevoir plus d'informations, d'aller à la source et à l'origine de ce qui pourrait générer une problématique. Donc c'est une approche qui est vraiment plus axée non pas sur la manifestation, mais sur l'origine et la source d'une problématique donnée. Et donc non linéaire, c'est-à-dire comme par exemple en kinésiologie que j'ai étudié, il y a un problème, une problématique, on a un protocole de correction, donc c'est très linéaire comme approche, problème-solution. Alors que là, on est dans du multidimensionnel, problème, infinité de solutions en fonction de ce qui se manifeste. Ok. Maintenant, comment est-ce que ça se présente là-bas en Colombie ? Est-ce que j'ai de la peine à imaginer. Est-ce que c'est une clinique tout à fait sérieuse avec les murs en blanc ? Est-ce que c'est un petit peu dans la forêt puis très naturel ? Est-ce qu'il y a beaucoup, je ne sais pas, de chamans, de gens du cru qui participent à la vie de cette clinique ? Est-ce que tu peux nous la décrire un peu visuellement et comment on s'y sent, comment on y pénètre, qui y travaille, qui y vient pour se faire soigner ou pour échanger ? Alors, c'est une clinique, on va dire, mur blanc, effectivement. Donc, c'est dans un bâtiment. D'ailleurs, à un moment, on était en train de la convertir en semi-privé. Donc, avec tout ce qui est régulation, autorité, assurance, prise en charge. On ne l'a pas finalisé finalement, on est resté privé. Mais effectivement, c'est mur blanc, donc c'est prise en charge par un médecin qui va évaluer les problématiques de la personne, qui va rediriger en fonction des problématiques vers les professionnels spécifiques. On a des psychologues, des naturopathes, on a de la nutrition, etc. L'objectif, c'est de se débarrasser le plus rapidement possible des personnes, puisque c'est cette philosophie qu'il y a derrière, des chamans, des médecins traditionnels, de redonner ou réactiver cette autonomie d'auto-guérison chez les personnes. Alors effectivement, quand on a des gens qui viennent avec un cancer, on ne va pas leur dire après une séance, 2 séances, bah, débrouille-toi, vas-y, tu as tout en toi pour guérir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fonction des problématiques, ça prend plus ou moins de temps. Cette frontière, mur blanc, médecin traditionnel, chaman, elle est visible géographiquement, parce que quand on s'assied avec ces communautés indigènes, on le fait dans leur environnement, donc dans la forêt vierge, en Amazonie, etc. On partage chez eux, selon leur tradition, on étudie leurs plantes, on étudie leur manière de travailler, et ensuite on ramène tout ça au laboratoire, où on fait les expérimentations. Certaines fois, il y a des formules qui viennent pendant le sommeil, pendant la nuit, et puis on expérimente comme ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est un mélange de tradition ancestrale et de science, puisqu'on a des médecins et des professionnels qui accompagnent les personnes avec des médicaments, avec des remèdes, avec des traitements spécifiques. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des médecins de la médecine classique, on va dire occidentale, je ne sais pas comment la définir, ouais, qui travaillent dans cette clinique. Exactement. Mais il y a aussi des guérisseurs, des curanderos et autres qui viennent dans cette clinique également ? Exactement. On a aussi des thérapies énergétiques, type ce qui est très connu, le Reiki. Ce n'est pas vraiment du Reiki ce qu'on a, mais il y a des thérapies qui y ressemblent. On a des curanderos, comme on pourrait les appeler. Et ensuite, en fonction des problématiques, en fonction des échanges avec les communautés, on peut aussi partir dans leur environnement et puis partir sur d'autres traitements ou d'autres travaux. Ok. Et comment ça se passe au niveau... on pourrait tout de suite voir apparaître le spectre de la réappropriation culturelle. On va vite se servir chez les Indiens d'Amazonie, chez les autochtones. On va vite se servir, prendre les meilleures plantes, voir quelles sont leurs recettes, comment ils les utilisent, et hop, on va en clinique offrir ça sous forme de petites pilules, gélules, gouttes. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là ?
Alors, ce travail se fait, nous, dans notre approche, quand on a commencé à développer tout ça, on a étudié la littérature scientifique, on a étudié les communautés indigènes, puisque ce sont des savoirs qui se passent de bouche à oreille, généralement. Il n'existe pas de recueil, il y en a un ou deux, mais c'est très basique, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que chaque communauté indigène est responsable de sauvegarder les savoirs d'une ou de plusieurs plantes et de les passer de génération en génération. Donc il y a beaucoup de communautés indigènes qui sont aujourd'hui en péril d'extinction. Et il y a cette volonté des communautés indigènes d'aller à la ville. Donc aujourd'hui, il y a ce conflit intercommunauté à l'intérieur de ces communautés où les anciens continuent à vouloir rester dans leur forêt et que les gens viennent à eux, alors que les jeunes vont vers les villes pour diffuser leur savoir. Et donc dans ces échanges qu'on a avec les communautés sont d'accord que l'on partage ces savoirs, que l'on échange. D'ailleurs, j'ai été fait membre d'une communauté l'année passée, début de l'année passée, les Arhuaco, qui se trouvent dans la Sierra Nevada. Donc, je suis compère de cette communauté, qui sont les frères des Kogi. Et ça se fait dans cet échange et dans cette volonté d'aller vers l'extérieur avec un propos plus en avant de diffuser ces savoirs à travers des universités ancestrales pour que ces communautés, celles qui ont envie, et pas seulement celles d'Amazonie, aillent diffuser ces savoirs à ceux qui veulent bien les recevoir. Pour préserver cette connaissance qui sera toujours disponible, mais c'est quand même plus facile de la prendre en réel et en direct que d'aller la chercher dans cette conscience élargie ou dans cet éther où elle se trouve disponible, mais plus difficilement accessible pour nous qui sommes un petit peu déconnectés de ce monde-là aujourd'hui. Ok, donc ça veut dire que c'est l'idéal de ce que vous avez essayé de faire, de ce que vous essayez de construire, c'est un échange avec les autochtones et une approche, on va dire, un petit peu plus occidentale de faire des médicaments qu'on peut utiliser de manière plus simple que d'aller chercher un chaman au milieu de la forêt. Il y a un petit peu ce mi-chemin entre le chaman dans la forêt et une approche plus, on va dire, plus pratique de la médecine. C'est ça que vous essayez de faire, créer ce pont entre le monde moderne et un monde plus ancestral? Oui, effectivement. Donc c'est cette volonté de créer ce pont entre les savoirs ancestraux des communautés indigènes et notre société occidentale qui ne peut pas consommer les plantes comme ils le font. C'est possible, mais c'est difficile. Ça apporte beaucoup de contraintes, des risques aussi. Et c'est donc rendre accessible cette médecine, ces plantes maîtresses qui sont enseignantes à notre société occidentale pour plusieurs raisons. La première, c'est de diffuser ces savoirs et de préserver et faire que ces communautés perdurent. Parce que si ces savoirs sont accessibles à tout le monde, ces communautés ne seront plus exterminées, comme elles peuvent l'être dans certaines régions du monde. La deuxième, c'est en quelque sorte faire abstraction de l'intercesseur entre les plantes et les personnes qui vont en cérémonie. C'est-à-dire que quand moi, je vais consommer des plantes avec des chamans, des médecins traditionnels, il y a cette interface qui va possiblement nous dire ce qu'on doit faire, comment il l'a interprété, ce qu'il a vu. Et notre objectif, c'est vraiment d'aider les personnes à travers ces plantes maîtresses à être leurs propres observateurs, à faire leur propre prise de conscience. Je vois mon obscurité, je l'interprète, et en fonction de ça, je prends les décisions et les actions qui me permettent d'aller vers le changement. C'est des plantes qui vont permettre d'amplifier ce côté-là, qui sont adaptogènes, qui vont s'adapter aux besoins de la personne. Et donc finalement, dans une prise sécuritaire et en toute sécurité, la personne a la capacité de s'explorer et d'avancer plus en autonomie et en individuel. Donc c'est ça l'objectif, c'est vraiment d'adapter à nos besoins en créant une interface directe entre la plante, son esprit et la personne qui la consomme. Ok, parce que j'entends souvent des gens qui ont une expérience des plantes et une expérience avec les chamans d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale dire que le chaman ou le maître de cérémonie est vraiment essentiel dans la compréhension, qui fait partie de la médecine. Et là, tu dis que c'est des plantes adaptogènes qui vont s'adapter aux patients. Donc ça veut dire que
on peut se passer du chaman, ou est-ce que le chaman est quand même là, qui vient intervenir parfois dans votre clinique pour aider les patients, ou est-ce qu'on laisse vraiment assez vite le patient se débrouiller tout seul avec sa maladie? Comment est-ce qu'on fait la balance entre la position du guérisseur, du chaman, et le moment où on peut laisser le patient aller seul? Alors, lorsqu'on prend ces plantes dans un cadre chamanique traditionnel, on se met dans une position relativement vulnérable, puisque déjà, on a une intensité vraiment importante sur le moment. Et lorsqu'on n'a pas d'expérience, en fait, on ne se rend pas compte qu'on ouvre énormément de portes vers un monde spirituel. Et spirituel, ça ne veut pas dire bisounours. Ça veut dire il y a des entités, ça veut dire il y a des esprits mal intentionnés. Ça veut dire j'ouvre des portes qui potentiellement peuvent être pénétrées par des personnes ou des entités mal intentionnées. Ça se voit et ça existe. Et donc, du coup, là, la personne d'expérience qui connaît le monde des esprits, qui sait comment naviguer, qui sait comment contrôler, est nécessaire pour créer cet espace de sécurité et puis pour contrôler et être le garant d'un bon fonctionnement et d'un bon déroulement de la cérémonie. Encore faut-il qu'il ait une bonne intention et puis qu'il soit là pour ça. Oui, on a déjà vu des scandales et des problèmes avec des chamans qui ont abusé de leur position de pouvoir. Il n'y a pas que les esprits, il y a le monde invisible qui peut être dangereux, mais les chamans eux-mêmes, parfois, qui ont abusé de leur position de pouvoir sur des groupes mal informés. Et je crois qu'il y a eu des questions d'abus sexuels dans certains groupes de prise, donc de substances. Donc, ça vous permettait en fait un meilleur contrôle, une meilleure prise de confiance, en confiance, des médicaments que vous proposez. Voilà, exactement. Je vais te donner un exemple. Par exemple, l'ayahuasca qui est connu, qui est relativement connu, qui devient à la mode, je crois, ici, de manière assez importante, voire des fois un peu trop, puisqu'il y a des expériences qui sont fortes. C'est pas forcément pour tout le monde. On peut, en allant chercher des bénéfices, avoir des résultats qui sont plus négatifs que bénéfiques. Donc, je prends de l'ayahuasca, c'est entre 3 et 5 heures de machine à laver. Ça peut être très intense. Je suis confronté vraiment de manière relativement brute à certaines choses que je dois après intégrer, conscientiser pour mettre en place des actions pour aller vers le changement. Donc ça prend du temps. On peut aussi, à travers nos processus de fabrication et notre manière de travailler les plantes, avoir un travail qui va se faire en douceur sur 30 jours. Donc les 3 heures se convertissent en 30 jours. C'est des plantes qui vont amplifier le système onirique. Donc à travers les rêves, on va prendre conscience de ces comportements toxiques. Donc déjà, dans le rêve, on est plus en sécurité parce qu'on est en train de dormir, on le voit, on le prend un peu comme un rêve. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les 3 heures de prise, j'ai l'intensité de « il faut que tu comprennes ». Tandis que là, ça va être sur 30 jours. Donc ça veut dire que si je n'ai pas compris un rêve, le jour d'après, il va être peut-être un peu plus intense pour que je prenne conscience et que je mette en place des actions. Vraiment, c'est ce libre arbitre qui est vraiment très important de comprendre, que ça soit dans l'ayahuasca ou dans la prise de ce genre de plantes, c'est que c'est à moi de faire le boulot. Je ne vais pas déléguer mon boulot à quelque chose d'extérieur. La chose extérieure, l'esprit extérieur, la plante extérieure va juste mettre en lumière ce que j'ai à travailler. Et donc, dans cet exemple-là, ça se fait tout en douceur sur une 30aine de jours. Alors justement, dans cet exemple-là, on peut imaginer que très bien, je me fais accompagner par une plante. Je découvre des rêves qui sont peut-être de plus en plus significatifs au cours de la prise de cette plante sur une 30aine de jours. Qui va m'aider à décoder ces rêves? Je suis seul devant ça? Est-ce que je retourne à la clinique? Et comme je crois savoir que ces médicaments sont en vente en Europe, à qui est-ce que je me réfère quand je suis seul devant mes rêves? Est-ce à moi de les interpréter? Est-ce qu'il y a des échanges qui se créent entre les clients, les consommateurs, je ne sais pas comment les appeler, les patients, qui utilisent ces substances que vous créez dans votre clinique? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs fonctionnements. Le premier, c'est que la personne elle a pris conscience toute seule et puis elle avance, elle fait son travail, elle met en place les actions. Et le deuxième, c'est qu'elle a de la peine et de la difficulté à comprendre. Puis dans ce cas-là, elle prend contact avec la personne qui lui a recommandé, avec la clinique, pour
pour demander de l'aide. Et dans ce cas-là, effectivement, que ce soit le thérapeute, le médecin, le professionnel qui lui a recommandé, le psychologue, le psychiatre, va accompagner la personne et l'aider à faire cette prise de conscience. Mais c'est vraiment un accompagnement qui se fait à ce niveau-là. D'accord. Et très concrètement, maintenant, comment ça se passe au niveau, pas clinique, mais au niveau labo chez vous, en Colombie? Comment est-ce que vous allez cueillir les plantes, vous les faites cueillir, vous les prenez, vous faites des macérations. Sous quelle forme ensuite est-ce que vous distribuez les remèdes, les plantes, et comment se présente votre laboratoire et comment est-ce qu'il entre en interaction avec les savoirs ancestraux? C'est une question très, très intéressante. On a 5 heures, tu m'as dit. Écoute, en fonction de... Après, il ne faut pas révéler des secrets de fabrication. Non, bien sûr que non. Non, mais c'est pas la question. Mais c'est ces savoirs ancestraux. Donc, déjà, les plantes avec lesquelles on travaille, ce sont des plantes sauvages. En tout cas, pour la partie plantes maîtresses, vibratoires, émotionnelles, élixirs floraux. Donc, c'est des plantes sauvages dans l'environnement des communautés indigènes. Donc, généralement, les communautés indigènes nous appellent, nous demandent de venir, nous disent cette plante va fleurir, il faut que tu viennes, etc., etc. Donc, ça se fait sur une partie de la plante, pas toutes les fleurs, parce qu'il faut laisser une partie pour la nature. Ça se fait des jours spécifiques, comme on peut le voir en alchimie végétale. Donc, chaque plante est connectée à un astre, d'accord ? Et donc, en fonction du jour de la cueillette, on aura un potentiel énergétique et du jour de fabrication différent. Je fais toujours l'exemple de la Melissa officinalis, qui est connue ici, la mélisse, qui travaille sur les anxiétés de cœur. Donc c'est une plante jupitérienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je la travaille et je la cueille un jeudi, j'aurai un potentiel énergétique bien plus important, mesurable, que si je la travaille un autre jour de la semaine. Parce que jeudi est connecté avec Jupiter. Donc du coup, on va cueillir sur site. On fait les premiers processus de fabrication sur place, donc au milieu du cri des singes, du chant des animaux. Et ensuite, on ramène tout au laboratoire. Donc il y a une première solarisation qui se fait sur place, une première distillation en circuit fermé. On ramène tout ça au laboratoire. Au laboratoire, on a une évaluation émotionnelle qui se fait sur les collaborateurs, qui vont justement regarder comment ils se sentent à l'intérieur. Je suis bien, je suis pas bien. Mon mental n'arrête pas de partir aujourd'hui, donc je ne vais pas travailler. Si je suis bien, je peux rentrer dans le laboratoire parce que j'ai une influence sur l'expérience. Et après, il y a toute la partie oraison, prière au Père, à la Mère, aux élémentaux, à l'esprit de la plante, pour que ce remède soit vraiment efficace et travaille. Je dis toujours, c'est un vrai laboratoire, comme le dit Patrick Burensteinas, moitié labor, moitié oratoire, où on va extraire tous les éléments de la plante. Et c'est la différence principale avec un laboratoire pharmaceutique, où on isole des molécules, donc on choisit en fait, et on décide nous arbitrairement ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Alors que dans la plante, tout a un sens, dans la vie, tout a un sens. Donc on va extraire toute l'intelligence de la plante pour cet effet entourage des molécules, et puis pour garder cet esprit de la plante vivant, parce que finalement, c'est lui qui va organiser, qui va être le chef d'orchestre de comment les molécules doivent interagir, à quel moment, etc., etc. Oui, pardon. Non, donc c'est toute cette intelligence. Après, quand on est sur place en pleine Amazonie, on va extraire le chant des plantes que je vais utiliser. Donc j'ai un appareil qui me permet de connecter de la racine à une feuille, prendre le champ électrostatique et le convertir en ondes sonores. Ça va me permettre en fait de l'utiliser pour dynamiser mes eaux de source, afin d'organiser les molécules pour que celles-ci soient organisées et préparées à recevoir l'information de la plante. Donc ce sont tous des processus de dynamisation ancestraux et modernes, parce que cet appareil il est moderne. Et petit aparté, le jour où je l'ai montré aux communautés indigènes, ils m'ont dit « Waouh, cet appareil fait la même chose qu'on fait nous !» C'est-à-dire cette communication avec la plante, cette interaction. Mais alors, décris un peu mieux cet appareil. Qu'est-ce qu'il aide à faire exactement? Tu dis qu'on peut entendre la plante, mais comment? Alors cet appareil, ça a été développé par Jean Toby, qui est un pépiniériste relativement connu, qui étudie les plantes et leur interaction avec le vivant
depuis, je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas 30 ans, une trentaine d'années. Et donc, du coup, en fait, cet appareil nous permet de voir qu'une plante est vivante. On le sait déjà, hein, mais pour certaines personnes, peut-être qu'on pense qu'une plante, c'est juste un ornement ou quelque chose de vivant, mais qui n'a pas d'interaction. Et avec cet appareil, on se rend compte que, en fonction de mon état émotionnel, en fonction de qui approche la plante, le champ va être différent. Il y a des études qui ont réussi à démontrer qu'une plante prépare les enfants le soir à aller se coucher, suivant les plantes, en changeant leur mélodie. C'est pour ça qu'on a aussi cette expérience, vu qu'on est entouré de beaux arbres, cette expérience que les Japonais appellent le Shinrin-yoku, le bain de forêt. Quand on va marcher en forêt, quand on revient, on se sent mieux. Et on ne comprend pas pourquoi. Pourtant, j'ai juste marché. Et quand je marche en ville, ce n'est pas forcément la même chose. C'est parce qu'il y a eu une interaction au niveau cellulaire et vibratoire qui s'est passée entre les plantes et les arbres. Sauf que notre cerveau n'est pas capable de le percevoir. Et cet appareil, oui, cet appareil le convertit vraiment, cette onde sonore. Donc j'ai une onde, d'accord ? Et si on descend au niveau subatomique, on est fait de quarks et de photons, d'accord ? Donc on est vibration et information. Et ce champ de la plante va interagir avec la vibration de nos cellules. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent d'épigénétique quantique, parce qu'en changeant la vibration d'une cellule de manière durable, on permet de modifier déjà son taux vibratoire et l'information qu'elle va attirer dans son champ d'information. Donc c'est ça, ce champ de la plante, il nous sert à ça. Il sert à dynamiser nos os, dynamiser nos produits et les faire monter en vibration à une vibration qui corresponde à celle de la plante qu'on va ingérer. Donc, quand on parle d'un son, d'un chant de la plante, c'est un véritable son. Simplement, on change de fréquence pour pouvoir l'entendre. C'est pas quelque chose... on n'est pas dans une invention, dans l'imaginaire. Il y a vraiment une production d'un son de la plante. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, assez récemment, l'université de Tel Aviv a prouvé de manière scientifique que les plantes émettaient des sons, et des fois des cliquetis qui ressemblaient à du morse ou des choses comme ça, et qu'elles émettaient des sons aussi pour attirer des animaux, des pollinisateurs, mais aussi qu'elles entendaient les sons. Donc quand on leur parle, quand on leur passe de la musique, et elles entendent les battements d'ailes des abeilles, ça paraît assez évident parce que ça fait beaucoup de bruit, c'est très haute fréquence vibratoire, mais aussi les ailes des papillons qui sont bien plus silencieuses. Donc on voit qu'elles ont énormément de sens. On a presque envie de dire oratoire. Elles produisent des sons et en plus, elles peuvent les écouter, elles peuvent les changer, les moduler, les modifier. En fait, la vie est infiniment plus complexe que ce qu'on imagine a priori. Oui, alors effectivement, d'un point de vue scientifique, on appelle ça des sons. Et d'un point de vue plus spirituel, on appelle ça des chants. Puisque, en tout cas, je considère qu'il y a un être derrière la plante, il y a un esprit. Et donc, c'est plus qu'un son, c'est un chant. Donc, c'est une musique. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que si on prend des sociétés, par exemple, comme Chanel, que l'on connaît, elle va utiliser cette technologie pour dynamiser ses eaux afin d'augmenter le rendement de production de ses champs de fleurs. Il y a des boucheries aujourd'hui qui utilisent la musique dans les chambres froides pour rendre la viande un peu plus tendre. Il y a des vignobles qui utilisent aussi des sons pour augmenter leur rendement, même si je ne sais pas si ça a déjà été démontré. Mais effectivement, c'est une technologie qui nous fait prendre conscience que la plante, non seulement elle absorbe, donc elle a cette capacité d'absorber toute l'information autour de son environnement, mais elle a aussi la capacité de la restituer. C'est comme la communication animale. Il y a des personnes qui ont cette capacité de rentrer en communication avec des animaux, qui révèlent des choses qui sont difficilement contestables, certaines fois, dans certaines expériences. C'est ce que font ces communautés indigènes, cette capacité qu'ils ont de se connecter aux plantes et de comprendre ce qui se passe dans l'environnement. Quand on est en pleine jungle et qu'on marche avec ces communautés, au-delà des savoirs précieux qu'ils ont sur chaque plante à côté desquelles on passe, qui pour nous sont toutes les mêmes, ils ont cette capacité de prévenir et de prévoir ce qui va se passer. Ah, il y a un animal plus loin, il faut qu'on passe par là. Attention, si, ça, et pourtant, aucun signe, c'est très loin. Mais ils ont cette interaction avec les plantes et cette compréhension de l'environnement, d'être vivant.
J'aimerais que tu reviennes, si c'est possible. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention quand tu as dit un laboratoire, c'est labor et oratoire. Et ça me plairait d'un petit peu plus creuser ça, parce que c'est la première fois que je me rends compte de cette dichotomie dans le mot, et puis de ces deux sens qui paraissent très peu liés à l'idée de laboratoire aujourd'hui. Labor, oui, mais oratoire, très peu. Comment la dimension oratoire entre dans ton laboratoire ? Alors, la dimension oratoire, c'est déjà cette évaluation qu'ont les collaborateurs ou moi-même, les personnes qui rentrent en production, sur quelle est la voix intérieure que j'ai aujourd'hui, quelles sont mes émotions, quel est mon état interne. C'est ça aussi l'oratoire, c'est cette capacité d'écoute et cette capacité de restitution à travers je suis focus, je suis centré, je suis dédié à ma tâche. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on peut voir de manière très flagrante quand on fait ce qu'on appelle de la spagyrie, qui est de l'alchimie végétale, d'accord ? Où on va passer à travers plusieurs processus. Donc, tu as parlé avant de macération. Donc, il y a de la macération en alcool. L'alcool étant le solvant qui permet d'extraire l'esprit de la plante. Ensuite, on va brûler le végétal. On va filtrer, séparer, prendre le végétal, on va le brûler pour passer du monde végétal au monde minéral. Enfin, on va d'abord le brûler, ensuite le calciner. Et en fonction de mon état intérieur, cette calcination va être plus ou moins blanche. Elle peut être très noire. Dans ce cas-là, j'ai du boulot à faire, ou elle peut être très blanche. Et dans ce cas-là, j'ai fait du bon boulot. Et finalement, on se rend compte que dans un laboratoire, l'interaction, elle est bidirectionnelle. Donc moi, je bosse sur moi. La plante me fait bosser et moi, je bosse sur la plante. Donc il y a vraiment un lien... il y a un lien qui se crée. Donc l'oratoire, c'est cette capacité d'écoute intérieure. Est-ce que je suis centré ? Est-ce que je suis bien ? Est-ce que j'ai des idées claires ? Est-ce que je crée cette relation avec la plante qui est importante pour nous ? Donc c'est pour ça que on n'isole pas de molécules. C'est pour ça qu'on travaille vraiment avec cette intelligence intermolécule, le vide, l'éther, qui contient cet esprit qui souhaite rentrer en interaction avec la personne, qui est là pour aider, qui est là pour apporter ses propriétés thérapeutiques à la personne qui en a besoin. Ça paraît quand même assez incroyable de penser que dans votre laboratoire, chaque médicament, chaque préparation qui en sort est accompagnée d'une intention, d'une attention, qu'il y a un échange avec. Comment vous faites pour avoir une production au-delà de tout ça? Ça doit prendre du temps, de l'énergie. Toute cette attention, comment vous la donnez à vos... J'ose plus les appeler des produits maintenant. Comment on la donne? C'est un propos et c'est une passion. C'est une chance aussi parce que, honnêtement, il y a, je ne sais pas, 15-20 ans en arrière, si on m'avait dit que j'aurais la chance de pouvoir échanger avec les communautés indigènes, d'avoir accès à leur savoir, j'aurais jamais cru. Et donc là, c'est une opportunité et une chance parce que c'est presque une responsabilité, mais pas dans le sens comme on l'entend, mais c'est un devoir. On a accès à ça, donc c'est un devoir de diffuser. Donc c'est facile, en fait. C'est facile, ça prend le temps qu'il faut pour le faire. C'est clair que ce ne sont pas des productions industrielles mécaniques avec des machines où il n'y a plus du tout de sens et d'humain là-dedans. Donc ça devient standardisé. Ce sont des produits standardisés de par les méthodes de fabrication, mais avec toujours l'interaction de l'être humain. Et donc à chaque fois que je produis, l'objectif, c'est d'être toujours un petit peu meilleur que hier et un petit peu moins bon que demain. Et vous êtes combien à produire, à travailler dans le laboratoire? C'est une grande équipe? Dans le laboratoire en Colombie, il y a 6 personnes. Donc on a le chimiste, on a la partie qualité, on a la partie production. Et donc voilà, c'est suffisant pour le moment. Il y a autre chose qui a attiré mon attention quand on parlait avant. C'est que tu as dit qu'une certaine plante était liée à la planète Jupiter et qu'il fallait la cueillir le jeudi, parce que le jeudi est le jour en lien avec Jupiter. C'est très bien dans notre calendrier, mais je me dis, comment est-ce que c'est la valeur symbolique du jeudi pour nous?
parce que les Mayas avaient un autre calendrier. Je ne sais pas si leur jeudi à eux était lié à Jupiter aussi. Peut-être que c'est une coïncidence qui pourrait se vérifier. Ou est-ce que c'est le fait que ce savoir a envahi toutes les cultures et puis qu'aujourd'hui, ils ont aussi des jeudis, les Mayas, les descendants des Mayas, et que du coup, on l'intègre comme une réalité et que tout le monde l'intègre comme une réalité, que le jeudi et que ça, c'est sa valeur symbolique qui fait qu'il est lié à Jupiter. Première question. Et à l'intérieur de cette question, il y a aussi le fait que le calendrier maya, d'après des spécialistes, j'ai rencontré d'ailleurs très récemment une spécialiste du calendrier maya, qui disait que les calendriers mayas de l'époque, d'il y a plus de 500 ans, parce que ce n'est pas parce qu'on les a découverts il y a 500 ans qu'ils datent d'il y a 500 ans, étaient plus précis que le calendrier grégorien. Et donc, toutes ces questions sur le jour, la relation au jour avec les planètes et tout ça, on a l'impression que c'est très culturellement lié à l'Occident, à notre savoir occidental, mais il avait aussi ce savoir-là. Peut-être différent. Comment ça se fait que le jeudi soit lié à Jupiter? Est-ce que c'est notre savoir actuel, notre lien symbolique qu'on fait aujourd'hui qui donne sa valeur au lien avec Jupiter? Comment expliquer ça? Question complexe. Hein. Alors, je vais essayer d'y répondre par un exemple, mais avant toute chose, je ne suis pas expert là-dedans. Ce qui est sûr pour moi, c'est que notre calendrier est adapté et pas forcément correct, parce que quand on voit que le mois de novembre, qui est le 11e mois, on a le 9 devant, ou le décembre, on a le 10, on se dit, bon, déjà là, il y a un truc qui ne joue pas. On a 29 lunes par année. Donc on a des mois qui sont plus courts que d'autres. Il y a certaines choses qui sont pas forcément, qui montrent qu'il y a eu une adaptation. Cela dit, je pense que derrière les jours, il y a cette intelligence ancestrale, et je vais te donner un exemple. Par exemple, tu prends une plante, tu trouves une plante dans la nature, tu dis je sais pas quelle est cette plante, ou bien je sais quelle est cette plante, mais je sais pas à quelle planète elle est rattachée. D'accord ? Donc en faisant le processus de fabrication que je t'ai décrit tout à l'heure, j'extrais l'esprit, je sépare le végétal du minéral, j'en fais des sels minéraux. Mes sels deviennent blancs, donc je continue le processus. Ensuite, je vais distiller à circuit lent ces sels avec cette teinture. Je vais obtenir des sels. Si je vais plus loin dans le processus, je peux utiliser l'eau de la rosée pour mélanger avec ces sels et faire une dernière distillation. Et quand je fais ma dernière distillation, si je suis bien centré dans tout le processus, que j'ai bien fait mon boulot, je vais obtenir des cristaux. D'accord ? Et en fait, les cristaux, la taille du cristal, la taille des cristaux que je vais me donner, va me donner la planète avec laquelle la plante est en relation. Donc, c'est du reverse engineering. D'accord ? Donc, du coup, on se rend compte que oui, jeudi, c'est Jupiter. Oui, lundi, c'est la Lune, etc., etc. Donc, de ce côté-là, on a une confirmation qu'effectivement, ça fonctionne. De par les cristaux, toutes les plantes jupitériennes ont le même cristal qui est en lien avec Jupiter. Mmh, d'accord. Et tu parlais aussi, hors antenne, tu parlais d'une distillation à très faible température. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications là-dessus ? En quoi est-ce qu'elle est différente ? Alors, c'est une distillation qui va se faire à 40 degrés généralement, donc c'est vraiment très lent. C'est pour passer un état différent, l'état gazeux, l'état spirituel de la plante. Et généralement, quand on distille une teinture à 40 degrés, ça peut prendre 10 à 15 jours pour tout distiller, même à des quantités faibles. Hein. Donc, peut-être que tu es en train d'imaginer 10 litres, 15 litres, 20 litres. Non, moi, je parle de 500 millilitres, de 1 litre. Une distillation d'1 litre plus ou moins à 40 degrés, ça prend entre 10 à 15 jours, mais c'est dans le respect de la plante, c'est dans le respect du processus et des composants, de l'esprit, etc., etc. Donc c'est vraiment une relation, et c'est là où il y a le côté labor qui rentre en compte. C'est pas je vais produire absolument quelque chose, donc c'est la production, la productivité, c'est je rentre en relation et je respecte le cycle et l'individu qui est en face de moi. Est-ce qu'il y a aussi un effort
d'archivage d'écriture des plantes et des recettes au sein de votre clinique? Est-ce que on y trouve des herbiers ou des herbiers virtuels dans lesquels vous mettez les différentes recettes, les différentes plantes pour garder une trace un peu écrite? Parce que c'est un peu le grand problème de tous ces savoirs ancestraux, c'est qu'il n'y a pas de trace écrite. Est-ce que ça fait partie de votre travail en tant que clinique? Oui, ça fait partie du travail, avec la volonté justement de créer ces universités ancestrales, d'écrire des livres et puis de diffuser ces savoirs aux professionnels de l'accompagnement à travers nos connaissances, mais aussi à travers des écrits qui permettront de plasmer et de figer cette connaissance, ce savoir, ces savoirs, ouais. Et à travers les connaissances qu'ils ont et des expériences qu'ils ont ou qu'on a à travers les plantes. Comment est-ce qu'on gère un petit peu il doit y avoir aussi une crainte, c'est-à-dire en même temps, ces savoirs n'étaient pas écrits et ça permettait de garder une part de secret. Et il y avait une dimension de secret quand même qui était importante pour ces peuples. Maintenant, ils ont envie de partager. Alors c'est très bien. Et en plus, ça donne l'occasion de laisser une trace écrite et de pouvoir s'y référer, alors que ces peuples vont peut-être disparaître par la force des choses, même s'il n'y a pas d'action voulue contre eux, peut-être qu'ils vont quand même finir par disparaître simplement parce que les villes grandissent, parce que l'exode rural existe partout. Mais du coup, l'autre verre de la face, c'est que ces informations sont disponibles pour les grands laboratoires. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va empêcher les laboratoires d'aller se puiser dans ces bibliothèques, d'aller voir, tiens, ce mélange est peut-être intéressant, pourquoi est-ce qu'on ne brevetterait pas ça pour l'avenir? Comment on gère ce danger? Alors, difficilement, parce que aujourd'hui, on a des lois et des normes qui font qu'une plante n'est pas brevetable. Donc, on ne peut pas breveter une potion, un remède naturel des plantes actuellement. Ça ne veut pas dire que demain, ça ne peut pas changer. C'est clair que c'est un risque. C'est un risque qui est mesuré par les communautés indigènes. Je crois que les processus de fabrication, toute cette conscience qu'on met dans la fabrication n'intéresse pas forcément les grands groupes pharmaceutiques. Donc, de ce côté-là, ça sécurise quand même ces savoirs et leur manière de les diffuser. Après, on n'est pas à l'abri. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les communautés indigènes avec qui on échange, avec qui on partage, elles sentent cette urgence, ce besoin de reconnexion à quelque chose d'amplifié, à cette conscience amplifiée. Elles sentent ce besoin pas seulement occidental, cette détresse, que ça soit en santé mentale, santé émotionnelle, ou comme Patrick Buran-Stanas l'a dit récemment, cette exploration, cette œuvre au noir, où on explore vraiment cette obscurité qui se manifeste par ce qu'on voit autour de nous. Toute cette violence, cette intensité, cette glu qui fait qu'on se sent un peu collé, que tout est difficile. Donc les communautés perçoivent tout ça, elles ressentent l'urgence de diffuser, d'aider le monde à travers leur savoir, parce que la planète est c'est un être unique qui nous héberge, qui nous donne la chance de pouvoir vivre sur elle. Donc voilà, c'est ce risque que prennent aussi ces communautés indigènes à diffuser leur savoir. Et je partage toujours l'exemple, je ne sais plus très bien comment c'était, mais un jour, on a interviewé Michael Jackson. Alors, c'est pas moi qui l'ai interviewé, mais il y a eu une interview. Et on lui dit, sauf erreur, mais pourquoi tu te lèves la nuit quand tu as une musique ou une mélodie qui te fredonne pendant la nuit? Et Michael Jackson répond, tout simplement, si je ne me lève pas et je ne l'écris pas, je sais que Prince va me la piquer dans le sommeil. Et donc, du coup, cette information, elle est disponible aujourd'hui, sauf qu'elle est difficilement accessible. Donc, elle sera toujours disponible, mais en la gardant active, présente, ça facilitera la vie des personnes et des futures générations à pouvoir accéder et à en faire ce qu'ils veulent. Après, c'est comme tout, c'est l'intention qu'on met dans quelque chose. Le libre arbitre, je choisis le côté obscur, je choisis le côté lumineux, et je crois que c'est le travail de chacun de décider ce qu'il veut faire et pourquoi il le fait. D'une manière beaucoup plus pratique,
comment ça se passe au niveau de la récolte des plantes? Tu as dit avant que les habitants venaient dire telle plante est en fleur, c'est peut-être le moment d'aller en prendre un peu. Est-ce que ils viennent gracieusement apporter les plantes, vous allez gracieusement les prendre sur leur terrain? Est-ce qu'il y a un échange financier? Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils récupèrent un petit peu d'argent là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment un échange d'égal à égal? Échange d'égal à égal, je ne pourrais pas le répondre parce que ces savoirs, ils ne sont pas mesurables. Tout ce travail, cette connaissance n'est pas mesurable. J'en reviens à la plante et au travail de Jean Toby. Jean Toby, dans un podcast qui s'appelle La Fitzgerald, où il va partager un petit peu son expérience, explique, et c'est une prise de conscience que quand on coupe un arbre, qu'on replante un autre arbre, l'arbre qu'on a planté n'aura jamais le même impact que l'arbre qu'on a coupé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces savoirs ancestraux, toute cette relation que ces communautés indigènes créent depuis des milliers d'années avec la nature, n'est pas mesurable. Et je crois qu'il n'y a pas d'équilibre possible entre ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont permis à la nature de manifester et notre travail. Cela dit, il y a toujours un souci d'échange et de partage. Nous, on a des projets, notamment avec les Arhuaco, c'est-à-dire que sur la vente de nos produits, de nos formations, de nos programmes, il y a un pourcentage qui va pour eux, pour qu'ils puissent racheter les terres sur lesquelles ils se trouvent, pour qu'ils puissent préserver, parce qu'aujourd'hui, on les considère comme nos grands frères, et on considère que cette zone de l'Amérique latine, c'est le cœur du monde, en tout cas selon leur savoir. Et donc nous, on va toujours accompagner des communautés indigènes sur leur zone. Chacun a une zone spécifique en pleine jungle. Donc ils nous amènent vers les plantes. C'est des expéditions des fois de 4 jours dans des environnements assez hostiles, entre guillemets, avec tout un protocole, un rituel qui se fait à l'entrée de la forêt, avec l'arbre maître, avec les esprits qu'on appelle, avec cette salutation aux plantes, et c'est des moments tellement puissants parce qu'on sent vraiment ces esprits, on sent cette intensité de la jungle augmenter assez rapidement, et il y a tout un protocole qui se fait sur les plantes, avec aussi des oraisons, avec aussi une connexion qui est créée, une demande de permission, et dans le respect vraiment de la nature et de la plante. Donc c'est des plantes, je le répète, des plantes sauvages, donc qui ont cette intelligence divine, qui font que je pousse ici parce que ici, c'est là où je peux donner mon plein potentiel et apporter ce que j'ai à apporter au monde. Si on leur donne un côté un peu anthroposophique. Donc, il y a un réel effort de pouvoir réinstaller ces communautés chez elles. C'est-à-dire, tu as dit avant qu'elles allaient pouvoir acheter le terrain. C'est-à-dire que ce terrain appartient à l'État et ces communautés rachèteraient, ou à des privés, je ne sais pas, et ces communautés rachèteraient le terrain pour être vraiment chez elles, et c'est en ça que tu les aides. Voilà, exactement. Par exemple, la zone de la Sierra Nevada, qui est tout au nord de la Colombie, il y a une zone délimitée qui s'appelle réserve naturelle. C'est une manière élégante de décrire une prison, finalement, puisque c'est une zone où ces communautés sont parquées. Elles sont originaires de là. Il y a d'autres communautés qui ont été déplacées littéralement dans des grandes villes, parce que ça les déconnecte de leur savoir, ça les déconnecte de la nature. Donc, cette réserve naturelle a été offerte gracieusement par un gouvernement, pas le précédent, sinon 2 ou 3 précédents. Ils ont le droit d'usufruit des terres, entre guillemets, mais pour pouvoir avoir le plein droit, ils doivent racheter leurs terres. Bon, ça veut dire que, en fait, tant qu'ils sont pas propriétaires de leurs terres, le gouvernement peut donner des licences d'exploitation à des grands groupes étrangers pour aller faire ce qu'ils ont envie, que ce soit au niveau du charbon, des métaux précieux, etc., etc. Donc le fait de les aider à récupérer une partie de leur terre, ça garantit qu'ils puissent continuer à vivre dans leur environnement, s'ils en ont envie, et donc préserver leur savoir. Une autre chose, tu as parlé d'arbre maître. Qu'est-ce qu'un arbre maître? Qu'est-ce qu'une plante maîtresse? Alors l'arbre maître, dans une forêt, alors là je ne suis pas expert non plus, mais dans une forêt, on a souvent par zone un arbre maître et un arbre mère. D'accord? L'arbre maître, c'est le maître des lieux. C'est lui qui organise
le territoire, c'est lui qui protège le territoire, c'est lui qui s'assure qu'il n'y ait pas d'espèces envahissantes ou qui mettent en danger le territoire, etc., etc. Alors que l'arbre-mère, c'est lui qui va un peu s'assurer que le territoire vive bien à travers les réseaux mycellaires, à travers les champignons. Il y a un exemple très intéressant. Lorsque tu as une pluie tropicale, en fait, l'arbre-mère va s'assurer que les premiers arbres qui vont recevoir l'eau, ce sont les petits, les jeunes pousses, les jeunes arbres. Et à travers le réseau mycellaire, l'information qui est donnée au réseau de champignons, qui a cette capacité d'interconnecter les êtres vivants. Et donc, les plantes qui en ont le plus besoin reçoivent l'eau en premier, et ensuite, l'eau est donnée aux autres arbres et aux autres plantes. Maîtresse, finalement, c'est ce côté enseignant. Un bon maître, c'est quelqu'un qui te met des obstacles sur ton chemin pour que tu puisses les dépasser tout seul. Et donc, ces plantes maîtresses, elles vont littéralement te permettre de te connecter à ta part d'ombre afin que tu en prennes conscience. Et tant que tu ne conscientises pas tes côtés obscurs, ça va être difficile de mettre en place des actions pour aller vers le changement. Donc, je prends conscience à travers l'enseignement pour pouvoir aller vers le changement. Je fais toujours l'analogie avec cet enfant qui fait une bêtise, comme on dit, et qu'on va peut-être engueuler ou qu'on va reprendre parce que c'est pas bien ce qu'il a fait. Et si on lui explique pas pourquoi c'est pas bien, il y a de fortes chances qu'il répète son comportement. D'accord ? Donc là, ces plantes, elles vont nous apporter la compréhension de pourquoi c'est pas bien ce que je suis en train de faire. Je vais en prendre conscience. Et donc, en prenant conscience, après, libre arbitre, je continue à avoir un comportement qui n'est pas bien. Et donc, après, c'est à moi d'assumer les conséquences ou je mets en place des comportements qui me permettent d'aller vers le changement. Comment ça se passe ? Est-ce que tu aurais des exemples de pathologies ou de problèmes liés à des problèmes dans le passé, relationnels, d'une cure qui aurait fonctionné. J'ai écouté le témoignage de quelqu'un qui a intervenu dans une de tes conférences, qui a parlé de l'efficacité des produits. Peut-être que tu as une ou deux anecdotes ou exemples de patients qui ont suivi une thérapie et qui ont pu résoudre un problème en particulier en tant qu'exemple. Alors oui, la personne qui a témoigné dans... C'était sur Nexus, hein ? C'était sur Nexus, je vois qui c'est. Donc effectivement, donc elle a travaillé avec une plante. C'était très intéressant parce que j'ai rencontré cette femme à un dîner. Et en fait, j'avais une essence florale sur moi. J'étais en train de travailler avec. Et donc, je l'ai sortie, puis elle me dit, c'est quoi ça ? Et en fait, c'est une essence florale qui permet de travailler sur des problématiques articulaires, rhumatoïdes, mais aussi au niveau émotionnel. Et donc, c'est une essence qu'on utilise et une plante qu'on utilise notamment pour tout ce qui est connexion mère-enfant. Donc, incompréhension entre la mère et les enfants et ce côté relationnel. Donc, on peut avoir une approche physique ou une approche émotionnelle et relationnelle. Et donc, cette femme, elle dit « je veux ». Puis je dis « mais tu sais même pas à quoi ça sert ». Elle dit « ouais, mais je veux essayer ». Puis je dis « écoute, c'est la mienne ». Elle me dit « mais je te l'achète ». Je dis « je vais pas te vendre quelque chose qui est à moi. Je te l'offre. Allez, tiens, c'est cadeau ». Et donc, elle la prend. Et ce qui se passe, que je ne savais pas, c'est qu'elle avait un lien totalement biaisé ou difficile avec sa fille. Et donc, au fur et à mesure qu'on discute, aujourd'hui, je peux le dire, c'est que son lien avec sa fille s'est recréé, elle a reconnecté et elle en est infiniment reconnaissante. Et c'est pour ça qu'elle est venue aussi à la conférence. Parce qu'à travers la plante, il y a quelque chose d'invisible qui a permis de se mettre en place et de recréer ce lien de filiation et d'amour entre sa fille et elle. Donc ça, c'est un exemple plus au niveau émotionnel et vibratoire. Après, effectivement, en fonction des différents produits qu'on a, chaque plante va travailler sur un organe spécifique, mais d'un point de vue composante intégrative. Donc le mot intégratif, en tout cas dans notre approche, c'est mental, émotionnel, physique et spirituel. Donc en fait, c'est recréer cet équilibre et de regarder où c'est qu'il y a un déséquilibre pour que finalement on retrouve ce bien-être. Donc dans une
dans une problématique au niveau du foie. Si on prend la médecine chinoise, on dit que le foie, c'est la colère, c'est aussi la relation au père, réelle, imaginaire ou symbolique. Donc on va travailler sur plusieurs aspects avec ces plantes. L'aspect physique, l'aspect émotionnel, l'aspect mental et l'aspect spirituel. Et donc on a souvent, quand on a des personnes qui viennent avec, par exemple, des cancers, on ne va pas travailler juste avec ces plantes. Juste la partie vibratoire et spirituelle. On va travailler aussi sur la partie physique, sur l'organe impacté, la fonction impactée. On va travailler avec des médicaments, on va travailler avec différentes approches complémentaires, ce qui va permettre de prendre l'individu dans toutes ses composantes. Donc on a des exemples, là j'en ai plein. Ouais. Ça dépend à chaque fois de la situation, mais toujours avec une approche mentale, émotionnelle, spirituelle. Donc c'est la porte d'entrée, la source, l'origine. C'est toujours l'objectif, d'aller à la source. Quel est le pattern qui fait que, en fait, je me prends toujours les pieds dans le tapis. Je répète toujours la même expérience. Je n'arrive pas à trouver un équilibre. Mmh. Je faisais l'interview d'un médecin qui se trouve être Éric Bonvin, qui est le directeur des hôpitaux du Valais. Et en tant que médecin et directeur des hôpitaux, il a dit quand même quelque chose d'assez étonnant. Il a dit que pour lui, je ne sais pas si je vais répéter exactement ces termes, mais l'idée était là, que l'intention dans le médicament était aussi importante que le produit, la manière dont on le donne. Ce que lui, il appelle dans son jargon l'effet placebo. Et puis, il voulait retirer la partie négative, parce que quand on dit effet placebo, on a tendance à dire oui, c'est ce qui ne marche pas. On compare l'efficacité d'un médicament à l'effet placebo pour dire ce qui ne marche pas, ce qui est inerte, par rapport à ce qui devrait marcher, les molécules actives. En fait, lui, il dit non, le placebo, ce n'est pas inerte. Le placebo est parfois plus efficace que le produit, dans certains cas, et des fois tout aussi efficace, et des fois moins. Mais c'est très variable. Et que cet effet placebo, il voulait le replacer au centre en disant qu'il est aussi important dans le sens que c'est le message qu'on porte avec le produit qui est aussi important que le produit. Est-ce que tu arrives à rejoindre cette pensée ? Est-ce que l'effort qu'on met dans la plante, est-ce que la connexion qu'on fait avec, au moment de la cueillette, en faisant attention au jour pendant lequel on cueille la plante, la récolte, quand on traite la plante, quand on en fait des décoctions, des teintures et tout ça, toute l'attention et l'intention qui est portée à ce moment-là a cette importance. Est-ce qu'on pourrait l'appeler l'effet placebo en enlevant ce terme un petit peu négatif qu'on pourrait avoir de notre pensée occidentale? Comment est-ce que tu vois ce lien entre ce que le docteur Éric Bonvin a dit et ce que tu présentes? Alors, je suis d'accord. Effectivement, d'ailleurs, ça me rappelle un des éléments que mentionnait le médecin qui m'a formé en médecine quantique. Il y avait deux choses très intéressantes qu'il avait dit. La première, c'est qu'il n'existe pas de maladie, il n'existe pas de guérison, il existe juste Dieu. Et la deuxième, c'est qu'il nous disait qu'il ne faut pas faire juste, il faut avoir l'intention de faire juste. Et ça fait toute la différence dans l'approche thérapeutique. Et effectivement, c'est cette interaction qu'on a avec les produits. C'est cet exemple de deux cuisiniers, tu leur donnes les mêmes ingrédients. Il y en a un qui sera préoccupé par quelque chose et continuellement en train de penser à ce qu'il fait. L'autre qui sera focus sur ce qu'il fait. Ils vont sortir deux plats totalement différents au niveau saveur et au niveau digestion, impact sur la digestion, etc. etc. Donc effectivement, ce terme mal utilisé ou qui peut être perçu de manière négative ou un peu trop perché, ça décrit cette interaction invisible qu'on a avec un élément et qu'on ne peut pas aujourd'hui vraiment expliquer. Que la science, disons, moderne n'est pas capable d'expliquer, mais qui est mesurable. Donc finalement, si c'est mesurable, on peut d'une certaine manière l'expliquer sans décrire le processus interactif entre les deux. Mmh. Il y a cette idée de communication entre la plante et la personne qui le prend. Il y a la communication au niveau de la préparation de la plante, mais il y a aussi une communication qui se fait à quel niveau? Donc c'est peut-être cette question de médecine quantique,
ou cette médecine qu'on pourrait qualifier d'onirique, qui communique avec nous à travers les rêves, hein. Est-ce que tu peux un peu entrer dans le détail de qu'est-ce qu'une plante adaptogène? Alors la plante adaptogène, comme tu l'as dit, c'est cette plante qui a cette capacité de s'adapter à tes besoins. Donc c'est créer en quelque sorte un lien unique entre la personne, ses besoins et la plante, ce qu'elle peut apporter. Donc j'ai plusieurs exemples, notamment avec le cannabis par exemple, qui est une plante adaptogène, qui va avoir une influence sur le système endocannabinoïde, d'accord? Et on dit que ce système endocannabinoïde est le chef d'orchestre de tous les systèmes. Il est régulateur. Donc si je suis en hypo, ça va me monter en fonction de certains systèmes. Si je suis en hyper, ça va me réguler vers le bas, d'accord? Donc c'est cette capacité qu'a la plante de s'adapter aux besoins de la personne. Et d'ailleurs, dans notre centre, je dis souvent, c'est meilleur que nous, parce qu'il n'y a pas cet ego qui fait que des fois, on pense avoir compris ce dont a besoin la personne, et finalement, ce n'est pas ce dont elle a besoin. Donc la plante, elle a cette intelligence de savoir, voilà, ce qui bloque dans cette personne, peut-être que j'ai un système immune qui est déprimé, mais peut-être que ce n'est pas à travers le système immune que je peux retrouver cet équilibre. Donc nous, si on fait de la médecine allopathique, on va se dire, système immune déprimé, ok, on va regarder un petit peu pourquoi, mais on va essayer de remonter ce système immunitaire de manière un peu comme ça, globale, schématique, hein. Alors que ces plantes, finalement, elles vont regarder, peut-être c'est un autre système qui génère le déséquilibre, peut-être c'est un événement, peut-être c'est une situation, et la régulation doit se faire peut-être à un autre endroit. Donc c'est ce côté de quoi a besoin la personne pour retrouver un équilibre. Donc c'est créer ce lien spécifique avec la personne et unique, en sachant que chaque individu est unique. Pourquoi est-ce que les plantes voudraient notre bien si elles communiquent avec nous? C'est dans la relation qu'on crée avec elles. Pourquoi il y a certains chamans ou autres qui parlent de plantes de pouvoir, hein. Et puis que des plantes ont peut-être des intentions, ont peut-être envie de faire passer un message plutôt qu'un autre. Comment est-ce qu'on prend en compte la personnalité de la plante ou du groupe de plantes qu'elle représente? C'est une question assez difficile. Je pense que toutes ces plantes maîtresses sont toutes des plantes de pouvoir. Ça dépend de la relation qu'on a avec elles et ce qu'on en fait. Donc on le voit aujourd'hui, par exemple, la cocaïne qui vient d'une plante qui s'appelle la coca, qui est une plante maîtresse, qui est une plante de pouvoir. Le pouvoir de cette plante a été abusé. L'esprit de cette plante a été abusé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de criminalité, il y a beaucoup de en tout cas, c'est les partages qu'on a avec ces communautés. Ils nous disent, regarde toutes les personnes qui s'entretuent. Regarde parce qu'il y a un abus qui a été fait sur l'esprit de la plante et il y a un pouvoir qui a été pris sur la plante. Donc, les plantes, pourquoi elles sont là, pourquoi elles ont des messages à nous passer, je n'en sais rien. Mais je pense que l'objectif, c'est cette amplification de conscience, c'est d'être meilleur chaque jour pour se délester de ce qui fait du poids. On le dit en alchimie, ce souffre, cette souffrance qui fait que notre âme est lourde. Et l'objectif, c'est de se retrouver cette légèreté qui fait qu'on puisse passer à des états de conscience différents, à une autre mission de vie, à quelque chose de différent. Là, je parle de mort physique, hein, d'autres dimensions. Mais effectivement, c'est Paracelse qui le disait, hein, la toxicité est dans la dose. Donc, dès le moment qu'on abuse de quelque chose, ce quelque chose va prendre le pouvoir sur nous. Si on prend 4, 5, 6 cafés par jour, en fait, l'esprit du café va prendre le pouvoir sur nous et va commencer à nous mettre dans une relation addictive avec cette substance et avec l'esprit. Donc, c'est toujours dans le respect de l'esprit de la plante, en sachant qu'il y a des plantes qui nous sont toxiques et qui ne sont pas forcément pour notre bien, en tout cas, directement. Mmh. Est-ce que je me trompe peut-être là, mais est-ce que c'était Paracelse qui avait aussi développé la théorie des signatures? Mais c'était le fait que, je me trompe peut-être, le fait que souvent la plante prend la forme de ce qu'elle peut soigner. Il y a l'exemple des noix qui ressemblent à des petits cerveaux, et puis on sait que
les noix sont bonnes contre les migraines ou le café aussi. Il y a plusieurs exemples comme ça où la plante communique non seulement au niveau subtil ou au niveau des sons qu'on n'entend pas et tout ça, mais très simplement de manière visuelle. Il y avait toute une... Maintenant, je ne me rappelle plus si c'est Paracels qui avait fait ça, mais ça s'appelait la théorie des signatures. Est-ce que ça te rappelle quelque chose ? Alors non, mais quand tu me dis ça, je pense à la tomate aussi au cœur, où effectivement, c'est ce microcosme ou ce macrocosme qui nous montre qu'en fait, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. On regarde un ciel étoilé, on voit nos neurones, on voit beaucoup de similitudes dans ce qui est à l'extérieur avec ce qui est à l'intérieur. Donc, effectivement, on a ces signatures. Je ne sais pas de qui ça vient. Je ne pourrais pas te dire si c'est Paracels ou pas, mais j'y crois fermement aussi à cette interprétation. Et peut-être c'est ce qui a permis à ces communautés indigènes et à toutes ces personnes qui ont essayé pour la première fois un produit de faire qu'il soit accessible pour nous, comme les fraises, les framboises ou ce genre d'éléments. Il doit y avoir une personne qui a essayé pour la première fois. Il y a dû y avoir des personnes qui ont été intoxiquées par certains éléments. Donc, effectivement, c'est une théorie à laquelle j'adhère tout à fait. Il faudra que j'aille vérifier qui a... Mais ça s'appelle la théorie des signatures. Enfin, il me semble, mais il faut aller vérifier. Et sinon, pour parler de la médecine actuelle, est-ce que tu as l'impression qu'elle va vers le mieux ? Parce des fois, on voit des ouvertures. Il y a la médecine intégrative où on voit qu'on accepte de plus en plus des points de vue différents, qu'on invite d'autres types de thérapeutes à l'intérieur même des structures de la médecine classique allopathique. Dans les hôpitaux, on trouve parfois des guérisseurs, des barreurs de feu. On intègre de plus en plus les autres types de médecine. Bien pour ça qu'on l'appelle médecine intégrative. Mais d'un autre côté, on va vers une anonymisation du patient. On va prendre des données, on va faire une analyse du sang et puis essayer de faire de la médecine soi-disant personnalisée pour répondre le mieux aux pathologies, mais en fait qui est complètement dépersonnalisée parce qu'on va regarder que des questions de molécules, de présence d'hormones, de vitamines, de ceci, de cela, pour avoir une réponse presque mécanique, on va dire. Il y a tant de ça, il faut redonner tant de ça, il y a tel pathogène, il faut lutter contre tel pathogène. Mais la personne qui va faire cette analyse au laboratoire ne va pas avoir de contact avec la personne. Il y a un petit peu ces deux embranchements dans la médecine actuelle. Tu as l'impression qu'on va dans quelle direction ? Alors, on va dans une direction qui... en fait, tu as tout résumé. Je pense qu'au niveau technologique, au niveau développement, au niveau croissance, on découvre et on implémente des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a 20 à 50 ans en arrière. Par contre, on commence à prétériter ce lien avec le patient, à raccourcir cette interaction qu'on a avec la personne, et finalement, on prend en compte que la partie physique et que la partie émotionnelle, la partie émotionnelle est laissée de côté, la partie mentale, l'environnement, etc. Donc aujourd'hui, on est dans une société où on va peut-être un peu trop vite, on n'a plus le temps, et on ne privilégie pas forcément suffisamment cette relation de proximité avec l'individu qui souffre et qui est en face de nous. Donc effectivement, si on ne prend pas beaucoup de temps et si on se fige et on se fixe juste sur la manifestation du physique, on va s'éloigner de ce côté interactif et de ce côté global qu'a l'individu. C'est un peu le système qui veut que les assurances et tout ça, qui veulent qu'on ne passe pas plus de temps avec un patient parce que ça doit rentrer dans les grilles de la remboursabilité, et puis que si ça ne entre pas dedans, ils seront bien obligés de s'y plier. Donc c'est plutôt le système qui n'est pas bon, on va dire. C'est le système qui l'impose. Et effectivement, d'avoir 15 minutes ou 20 minutes pour comprendre une problématique et apporter une solution, c'est complexe et voire impossible. Il y a le risque qu'on prenne une direction avec l'intelligence artificielle où ça soit du tout automatique et du fait pour tout le monde.
Ce qui finalement est le reflet de notre société, hein, à travers l'éducation, à travers beaucoup de systèmes qui sont faits pour tout le monde. Mais ça veut dire que quand c'est fait pour tout le monde, les cas d'exception, les minorités sont peut-être moins prises en compte. Et le risque, c'est de laisser de côté des personnes qui souffrent parce qu'elles ne fitent pas avec le tout le monde. Et donc, c'est le risque qu'on prend. Je pense qu'on est... aujourd'hui, on a l'opportunité de redessiner, redéfinir un système qui soit encore plus humain et encore plus axé sur l'individu et la prise en compte de ses besoins à tous les niveaux. J'espère qu'on se dirige et qu'on se dirigera vers cette approche-là. Et c'est pour ça que nous, on a à cœur de l'implémenter et d'apporter notre contribution, que ça soit qu'une goutte, mais de l'apporter à ce système. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance que la médecine prenne la bonne direction? Est-ce que tu as l'impression que le courant le plus fort, c'est l'intégration? C'est justement ce qu'on appelle la médecine intégrative, ou le courant le plus fort, c'est cette numérisation où on va contrôler les données, voir ce qui correspond et puis faire soi-disant cette médecine personnalisée? Je repose un peu ma question, mais quelle est, à ton avis, la direction qu'on est en train de prendre? On peut dire, on se rend compte qu'il y a un besoin de relation et de lien entre le patient et la personne qui l'accompagne, notamment dans certains pays où on voit que finalement la Sécu rembourse tout, mais c'est des sessions qui sont courtes de 15 minutes et les personnes, certains patients préfèrent investir 100 francs, 100 euros pour avoir une relation privilégiée avec eux. Non, mais alors, là, on voit qu'il y a un réel effort de comprendre comment les plantes marchent et leur relation avec le patient, ce que tu es en train d'essayer de construire. Ouais. Et puis, on voit dans plusieurs pays d'Europe une sorte de mise de côté des thérapies naturelles. En même temps, il y a la médecine intégrative qui est en train de prendre de plus en plus de place, mais d'un autre côté, on voit qu'on essaie de mettre de côté une grande partie de la médecine naturelle en disant, par exemple, vous ne pouvez pas vous appeler médecine, on ne peut pas avoir le mot médecine dans vos préparations, on ne peut pas avoir le mot remède, on essaie de les mettre de côté de plus en plus, ça devient de plus en plus... Et on voit qu'il y a des lois qui passent pour rendre illégales des pratiques ou, si pas illégales, en tout cas non agréées et non encouragées par le système de santé. Est-ce qu'on peut ressentir un effort de la part de gouvernements, d'entités gouvernementales, de vouloir mettre ces médecines de côté? Et est-ce qu'on ne sent pas en même temps un réel désir de la part des patients qui vont chercher? C'est malgré le fait que ça coûte beaucoup plus cher, parce que c'est remboursé par la Sécu, et puis d'aller chez le médecin classique. Mais pourtant, on va quand même voir des naturopathes. C'est bien qu'il y a un manque. Est-ce que tu veux réagir à ça? Ouais, alors oui, effectivement, et le manque, je pense qu'il est lié au fait que, en tout cas, je prends l'exemple, par exemple, d'un pays comme la Colombie, ceux qui sont au niveau de la régulation, ceux qui édictent des lois ou des normes, sont biaisés parce que ce ne sont pas des hommes de terrain. Et donc, ils ne se rendent pas compte de la réalité du terrain et du besoin des individus. Et aujourd'hui, le besoin de l'individu, et notamment à travers la crise à travers laquelle on a passé, c'est d'avoir une relation, c'est d'être écouté. Et déjà, le fait d'être écouté, d'avoir une relation et qu'on comprenne que je souffre et qu'on me dise « oui, tu souffres, je comprends, je t'écoute, je te donne ton espace », déjà, c'est un besoin que les gens ont aujourd'hui et qui font que certaines fois, on a des patients dans des pays qui privilégient des relations avec des professionnels alternatifs, voire quitte à payer des séances de leur poche, plutôt que d'avoir des séances qui sont gratuites, remboursées par la Sécu, qui sont finalement très courtes et qui ne leur donnent pas cet espace et ce besoin qu'ils ont d'être écoutés, pas seulement d'être soignés ou d'être prescrits. Donc ouais, on se rend compte à travers tout ça que finalement, on devrait un peu plus
Et c'est là encore où je rejoins les personnes qui édictent les lois ou qui définissent les normes. Ce ne sont pas des personnes de terrain. On devrait un peu plus écouter les besoins des individus. De quoi as-tu besoin? De quoi avez-vous besoin? Et aujourd'hui, on se rend compte que le besoin, il est au-delà de ce qu'on propose. C'est pas suffisant ce qu'on propose. On est dans certains pays isolés, pas pris en compte. On ne nous donne pas de temps. Et c'est ce que recherchent les individus aussi. J'ai le sentiment. Ouais. Donc il y a une dimension relationnelle qu'on est en train d'oublier dans le rapport aujourd'hui aux médicaments. On va chercher une pilule, on va chercher des données dans les prises de sang, mais on est en train d'abandonner la relation et peut-être, comme le disait le docteur Bonvin, peut-être que la relation est aussi importante que le médicament. C'est fou, ce aussi importante que le médicament. Ça veut dire que on ne peut pas la mettre de côté. Ça veut dire qu'on a des médicaments moitié moins efficaces s'il n'y a que le médicament. Et ce dont les gens sont friands, ce n'est pas forcément c'est pas qu'ils croient que les guérisseurs ou les naturopathes vont être meilleurs, mais c'est qu'ils offrent quelque chose que la médecine ne peut plus offrir, n'a plus le temps d'offrir par les pressions économiques. Et ça va même plus loin, c'est qu'on est dans une société de compétition et de performance. Et donc du coup, quand on voit les statistiques dans les journaux ou à travers les différents organismes, on nous dit, on nous donne le pourcentage de personnes malades versus le pourcentage de personnes non malades, mais on ne nous parle pas de personnes heureuses ou malheureuses. Donc du coup, on est biaisé par rapport à ce qu'on souhaite montrer. Et effectivement, la relation, elle permet de travailler une autre dimension, une autre composante, qui sort de la compétition et de l'efficience. L'efficience pour nous, pour cette société, c'est être rapide et faire de la masse. Mais en fait, la relation va à l'encontre de être rapide et de faire de la masse, mais elle apporte des composantes et des éléments, comme le bien-être, la joie, etc., qui sont difficilement mesurables à travers des statistiques et des chiffres. Ça veut dire que peut-être, grâce à ces naturopathes, grâce à ces personnes qui ont une autre approche de la médecine, on va pouvoir éveiller, parce qu'ils vont se rendre compte, ces grandes entreprises pharmaceutiques et tout ça, qui perdent une bonne partie de leur clientèle qui va dépenser son argent ailleurs. Peut-être que ça va faire un rappel à ces gens que la relation compte énormément dans le soin. On peut espérer ça. On peut espérer qu'il y ait une sorte de réalisation de la part des structures politiques de se rendre compte qu'on ne peut pas faire que compter. J'espère que ça va, en tout cas, aller dans ce sens à l'avenir, quoi. Ouais, j'espère aussi. Et effectivement, si je l'applique à mon expérience personnelle, eh ben, quand je me suis pris le mur, j'ai d'abord opté pour l'approche allopathique. Et en fait, l'approche allopathique, c'était t'as un problème, ça te le résout, mais c'est quoi mon problème et en quoi ça va me le résoudre? Alors que déjà, cette approche-là, ça ne m'a pas apporté du bien-être, de la compréhension. Alors que le fait d'être allé voir des thérapeutes, des professionnels qui m'ont écouté, qui m'ont accompagné, qui m'ont pris par la main, qui n'ont pas résolu ce que j'étais en train de vivre, ça m'a redonné de l'espoir, ça m'a redonné de la compréhension, qu'il y avait un travail à faire, qu'il y avait quelque chose à mettre en place. Donc c'est une approche qui est totalement différente. Et peut-être que les deux m'auraient apporté au même endroit, probablement pas, mais peut-être que les deux, à court terme, m'auraient apporté à un bien-être, un équilibre. Mais une des deux approches, de manière sûre, m'a apporté vers quelque chose qui est bien plus lointain et qui n'est pas forcément mesurable et qui a un impact sur la société. Parce que si moi, j'ai retrouvé un bonheur, un équilibre, une santé, une passion, un propos, à travers ce que je fais, eh ben, je contribue à ce que la société soit meilleure, de manière indirecte. Donc, je contribue à ce que les coûts, d'un point de vue financier, soient réduits, que j'ai un impact moins important au niveau financier, santé, assurance, etc. etc. Mmh. C'était le docteur Godefroy qui avait été interviewé sur cette chaîne, qui avait dit que c'était peut-être un petit peu dans l'esprit de la crise pour les Chinois. Quand il y a une crise, c'est le moment de se remettre en question et puis de donner une réponse adaptée à la crise, et qui disait que
l'intelligence artificielle était peut-être une chance, hein, dans le sens qu'on allait dépersonnaliser de plus en plus la médecine et qu'il y aurait une réponse à ça et qu'on allait aller vers un retour d'un travail de personne à personne. Est-ce que tu penses que ça a une chance de redonner la place à l'humain? Oh, ça serait génial, hein. J'espère. Je le crois je le crois fortement. D'ailleurs, je pense qu'à travers nos pensées, mais ça c'est un autre sujet, on a cette capacité de créer et de manifester à travers l'éther, à travers l'invisible. Et donc, si il y a des gens qui croient en ça et qui l'implémentent, eh ben, il y a de fortes chances que ça se réalise. Donc j'y crois. Et donc, comment est-ce qu'on fait si on s'intéresse à ta démarche et puis on se dit, eh ben voilà, une clinique bien différente des autres, qui produit des remèdes avec conscience, et puis on va pas se payer un billet d'avion pour la Colombie demain. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui viennent de loin dans votre clinique? Est-ce que c'est très local? Est-ce que c'est les habitants du lieu, ou est-ce qu'il y a des visiteurs qui viennent de plus loin? Je ne sais pas depuis combien de temps elle est ouverte, mais c'est peut-être aussi assez neuf, hein. Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir bénéficier un petit peu de ce savoir? Alors, principalement, c'est du local, effectivement. Donc, soit par du bouche à oreille, soit des personnes qui nous trouvent, qui cherchent des alternatives ou qui n'ont pas eu de résultats dans leur approche peut-être un peu plus allopathique. On a des gens qui viennent d'Europe. On a principalement des gens d'Allemagne. On a aussi des gens de la partie Amérique du Nord. Mais principalement, c'est du local, effectivement. Et donc, voilà, si les personnes sont intéressées à en savoir un peu plus, on nous trouve sur Internet. On me trouve moi-même sur Instagram. Il y a certaines informations sur YouTube, la chaîne de Tatois. Donc, voilà. C'est vrai que le billet d'avion coûte un peu cher pour aller jusqu'à là-bas. Surtout maintenant, ces périodes de fête. Mais on diffuse, notre objectif, c'est vraiment de diffuser ici en Europe aussi et de rendre tous ces savoirs accessibles ici, justement pour apporter cette puissance de l'Amazonie jusqu'au salon des personnes qui en ont besoin. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de filière de la production des teintures que vous faites, par exemple, pour la vente de ces teintures en Europe? Alors, les teintures, on ne les vend pas. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte nos teintures avec nous en Europe et on les finalise ici avec un laboratoire partenaire. Notre objectif, c'est de créer un grand centre thérapeutique, le centre de l'âme, où on a plusieurs disciplines, comme des disciplines un peu plus physiques, même si elles restent intérieures, comme le yoga, comme l'aïkido, comme le tai chi, avec des thérapies manuelles, des thérapies énergétiques, de la médecine intégrative, fonctionnelle, pour vraiment apporter les gens à prendre conscience de leur santé, à être dans ce côté préventif et prise de conscience sur des circuits spécifiques, et aussi avec des espaces qui permettent de recevoir ces communautés indigènes pour des conférences, pour des partages, pour qu'on prenne conscience que, en fait, peut-être dans notre manière de vivre, il y a des éléments qu'on pourrait changer, tant au niveau alimentaire qu'habitude, qu'au niveau spirituel, pour nous amener vers un rééquilibrage ou un bien-être. Donc à terme, l'idée est d'ouvrir une antenne ici en Europe. Exactement. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que on peut faire venir des teintures de Colombie ou des produits de Colombie en les commandant chez vous, par exemple? Alors, en Colombie, on a environ une 60aine de produits. Donc, en fonction des pathologies, santé féminine, santé émotionnelle, mentale, dégénérescence au niveau cérébral, au niveau articulaire, maladies dégénératives, rhumatoïdes. Donc, la partie disponible aujourd'hui en Suisse et en Europe, c'est uniquement la santé mentale et émotionnelle qu'on trouve et qui est accessible ici. Via notre page web, principalement, ou via les thérapeutes, les professionnels, psychologues, psychiatres qui travaillent avec nous et qui les recommandent. D'accord. Et l'idée d'ouvrir cette antenne en Europe, c'est dans quel type de délai? C'est au très long terme, moyen terme? Alors, l'envie, c'est demain, comme tu peux l'imaginer. Après, c'est un projet qui doit se mettre en place
et qui doit être cohérent avec le message qu'on veut diffuser. Donc, toute cette partie conscience, avec des individus à l'intérieur qui travaillent pour le bien de la collectivité, mais pas gratuitement, hein, mais c'est-à-dire qui ont cette compréhension que, en fait, aujourd'hui, c'est l'union qui fait la force et c'est pas l'individualité ou l'individu en lui. C'est l'accumulation des savoirs, c'est cette amplification qui permet de donner plus que soi-même. Donc c'est un peu ce qu'on a mis en place en Colombie. Il n'y a pas de compétition entre les professionnels. C'est pas parce que moi j'ai eu 10 personnes et toi t'en as eu 6 que moi je suis meilleur que toi. Mon objectif, c'est vraiment d'aider les personnes autour de nous. Donc c'est créer un sens et un centre qui est cette philosophie. Ici en Suisse ou un autre pays d'Europe, mais pour rendre accessible et puis que les personnes n'aient pas besoin d'acheter un billet d'avion jusqu'en Colombie. Est-ce que, du coup, avec cette idée d'élargir et de pouvoir offrir ces possibilités à un public européen ou à des futurs patients européens, est-ce que ça, dans le même esprit, dans la même veine, on pourrait penser intégrer des thérapeutes européens avec les mêmes techniques de développement, de communication aux plantes? Je pense aux guérisseurs qu'on peut trouver ici, dans nos régions, dans les Alpes, dans le Jura. Il y a plusieurs régions où on sait qu'il y a des guérisseurs qui travaillent et qui communiquent à leur manière avec les plantes. Est-ce que l'idée, à terme, serait un peu de mélanger ces savoirs et de les faire communiquer? Effectivement. Donc, l'objectif... ici, dans le Jura, en Suisse, on a perdu, et à travers les Celtes aussi, toute cette connaissance et ces savoirs ont été pratiquement désintégrés. Donc, il y a aussi tout un travail de récupération de ces savoirs. Donc, on me dit souvent, mais pourquoi tu t'y mets pas? Parce que c'est déjà assez important, le côté amazonien, avec 150 000 plantes, plus de 150 000 plantes thérapeutiques médicinales. Effectivement, l'objectif, c'est de rapporter les savoirs du monde entier. Il n'y a pas que les savoirs amazoniens, il y a aussi les savoirs locaux, tous ces savoirs des plantes. Donc, avec des thérapeutes, des professionnels locaux, il y a de très belles âmes, de très beaux individus. Effectivement, c'est l'objectif. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le détour par ici pour revenir dans le studio et nous parler de ton magnifique projet qui aide les communautés sur place, les communautés en Colombie, les communautés indigènes, en faisant une clinique et puis aussi un effort au niveau de la production pharmaceutique, on va dire pharmaceutique mais naturelle. C'est un magnifique projet. Et puis on peut découvrir ton travail, donc comment s'appelle ta clinique et ton groupe? Ça s'appelle Tatwa, T-A-T-W-A, qui est en sanskrit les 5 éléments de la nature. Et en indigène, c'est la croix andine des 4 directions, la Tatwa Chakana, avec en alchimie la 5e dimension qui est la verticalité de l'être humain qui permet de maintenir ce système en équilibre. Donc Tatwa. D'accord, donc il y a une homonymie entre le sanskrit et une langue indigène, qui a à peu près comme des significations assez semblables finalement. Tout à fait, ouais. Finalement, on rejoint un peu la même philosophie, cet équilibre entre les différents systèmes, sauf qu'au niveau indigène, on a cet être humain qui joue, ou au niveau alchimique, qui joue cette 5e dimension à travers l'équilibre. Donc c'est l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. On retombe aussi sur ce qu'on avait dit avant sur le fameux jeudi, pourquoi il serait lié à Jupiter, et tout à coup on voit qu'il y a des coïncidences, ma foi, on va leur donner ce nom-là qui se vérifier avec le nom que tu as donné à ta structure. Effectivement. Très bien, merci beaucoup. Merci Alban.